Voilà pourquoi je voulais dire ça. D'abord parce que ça a tout à voir avec le texte que Pascal a mis en scène. Le sommeil délivré le dit. Le mot délivré. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez elle le vœu intransigeant, je veux dire mais vraiment intransigeant, radical, de liberté, d'être affranchi. Et par exemple, toute son œuvre désigne avec violence ce qui emprisonne l'homme, c'est-à-dire ses préjugés raciaux, ses préjugés idéologiques, ses préjugés religieux. Et vous voyez, le texte, le message, qui est un de ses derniers textes, fait le lien avec tout ça, puisqu'il s'agit du pont encore. C'est sur le pont que tout se passe, n'est-ce pas? Et le pont est une métaphore aussi centrale chez André Chédid. Alors, si on pourrait en parler des heures, parce que évidemment, c'est passionnant, c'est une œuvre riche, multiple. Je vais peut-être, on va continuer à discuter, laisser parler peut-être Pascal. Voilà. Oui. Ce que je voulais faire entendre ici, parce que je me sens vraiment obligé de le faire entendre pour l'avoir bien connu, c'est cette... Il ne faut pas enfermer André Chédid dans une gentillesse molle. Voilà. Il ne faut pas l'enfermer parce que son œuvre, partout, à chaque pas, nous émeut. Et elle n'avait pas peur d'émotion, évidemment. Et il y a chez elle une générosité, une bonté, quoi. Il faut dire le mot, il faut le mot. Une bonté profonde et qu'on entend... on entend résonner derrière tous les mots de son œuvre. Mais en même temps, cette bonté, elle est adossée à vraiment quelque chose d'abrupt. Voilà, moi je l'ai vu, j'ai pu avoir ce mec en colère, quoi, vous voyez. Pas dans une colère tonitruante, mais on sent que quelque chose, je sentais quelque chose se raidissait en elle, qui pouvait être vive, même vive, n'est-ce pas, si quelque chose de sa propre liberté était atteint. Et d'ailleurs, dans sa vie personnelle, on doit parler à son mari, Louis, il raconte qu'elle était une jeune fille tout à fait insolente et impertinente dans ce milieu bien éduqué du Caire. Elle se permettait de provoquer. À 17-18 ans, elle était une magnifique jeune femme, d'après j'en juge sur les photos, n'est-ce pas? Et dans un milieu très très cadenassé, justement. Elle pouvait s'habiller de façon provocante, etc. Donc il y a chez elle cette chose qu'elle a gardée toujours. Alors, voilà, une première... Tu n'as pas répondu à ma question, cependant. Comment tu l'as rencontré, toi? Si c'est trop indiscret. Non, je l'avais invité. C'est pour l'anecdote. Oui, je lui ai écrit, je l'ai invité à la semaine de la poésie de Clermont-Ferrand que j'avais créée donc en 80. Elle est venue au tout début, c'est-à-dire la deuxième année, je crois, 87, quelque chose comme ça, 88, je ne sais plus. Et donc, elle me connaissait parce qu'elle était attentive à tout ce qui s'écrivait, aux jeunes auteurs, etc. Et donc, elle m'avait lu, voilà, tout simplement. Et quand je l'ai invitée, elle m'a dit oui tout de suite. Et elle est venue et on s'est rencontrés. Et je l'ai accueillie. Et d'ailleurs, je me rappelle, ça doit dater de 88, j'avais publié un roman à l'époque. Et elle était venue dans le train en lisant mon roman. Je me rappelle, puisqu'elle m'en a parlé en arrivant, en descendant. Et ça, c'est aussi c'est tout à fait elle. C'est-à-dire, elle avait une passion de l'autre, je vous l'ai dit, et donc elle est toujours attentive à l'autre. Et elle essayait d'en savoir le plus possible sur les gens. Vous étiez avec elle, je vous assure que c'est vrai, moi, combien de fois j'ai vu ça, pour moi, et j'ai vu avec d'autres, on a toujours envie de la faire parler, mais au bout de 2 minutes, c'est vous qui parliez. Parce qu'elle ne cessait de vous interroger sur ce que vous faisiez, votre petit frère, votre petite sœur, vous demandez toujours nouvelles de sur Pascal, des choses là. Elle était toujours attentive à tout, aux gens, et du coup, elle, non. Elle, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, je me rappelle de ça, et elle est venue, et on est devenus vraiment amis tout de suite. Voilà. Et après, elle a eu des gestes par moi, par exemple, j'ai une gratitude infinie. D'abord, pour son œuvre, et ce qu'elle m'a apporté, et on a eu une vraie complicité. Moi, je l'ai présenté beaucoup, elle m'a beaucoup écrit parce que sa position est celle que je veux tenir, moi aussi en littérature. Donc l'amitié, c'est lié, c'est noué, à l'amitié, c'est noué une autre dimension, c'est cette position commune du point de vue de la littérature. Voilà, comment je l'ai connue concrètement. D'accord. Voilà, je voulais l'avoir. Moi, pour lancer le débat un peu, je suppose qu'il y a ici beaucoup de gens qui ont à la fois lu le roman et qui ont vu la pièce. Donc, est-ce que vous pouvez poser des questions à Pascal? Qui a fait l'adaptation? Comment ça s'est passé du point de vue des comédiens on voit toujours un spectacle. La pièce, c'est le texte. C'est-à-dire, j'ai pas entendu parler. On voit toujours un spectacle. La pièce, c'est le texte. C'est Barthes qui disait
ce qui est théâtral, c'est tout ce qui est en dehors du texte. Donc moi, je travaille dans un laboratoire sur les arts du spectacle et depuis 20 ans, on se bat pour dire on voit un spectacle et on lit une pièce, un texte. Parce que le spectacle est beaucoup plus riche qu'un seul texte. Le texte, c'est votre espace mental, c'est tout. Tandis qu'un spectacle, la poésie peut passer pas seulement par le texte, peut passer par d'autres aspects du spectacle. Donc ça peut passer par la musique, par l'espace, par la couleur. Mais là, c'est vrai qu'on a réduit, non. Pour moi, l'essentiel, c'était de passer, d'incarner, de passer un texte. On a réfléchi, en fait, l'histoire, pour moi, l'histoire du spectacle est simple, c'est que j'ai travaillé sur Georges Dandin et que j'avais envie de travailler, de donner la parole, de faire un parallèle avec ce qui se passait aujourd'hui pour les femmes dans notre siècle, et notamment parce qu'il y avait eu, vous savez, il y a la période où en Inde, on avait beaucoup parlé de ces femmes qui s'immolaient parce qu'elles étaient mal mariées, etc. C'était vraiment la même période. Donc je me suis dit, on ne va pas rester en se disant, oui, au XVIIe, il se passait ça. Il fallait absolument, pour moi, qu'il y ait un lien avec les femmes. Jean-Pierre m'a dit, je connaissais André Chédid, elle était venue voir le premier spectacle que j'avais monté, puis c'était L'Homme Clos. Et donc j'avais après lu André Chédid après cette rencontre. Je me souviens très bien d'elle. Et donc quand j'ai lu ce texte, je me suis dit tout de suite, effectivement, il peut être joué et incarné parce que ça m'y parle à la première personne. Et donc même si on a un récit, on a une incarnation possible. Après, la question s'est posée très vite. On a commencé à faire une lecture. D'abord, on a fait des coupures, on l'a fait en lecture, on a rencontré des gens comme vous là en disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça serait possible de le jouer, c'est très simplement de monter sur scène, de le jouer, quoi. Et ils nous ont tous dit oui, fonce, foncez comme vous ne connaissez pas. Donc on a essayé d'aller dans cette continuité, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui s'écoute très bien, il y a une incarnation qui est possible puisqu'il y a une première personne, et le roman est construit comme ça, un narrateur, toute l'histoire qui arrive et qui explique le pourquoi, et la conclusion qui se termine sur Amalcourt. Donc après on a dû équilibrer un petit peu, c'est ça, c'est qu'en fait quand même c'est exigeant parce qu'il faut écouter l'histoire. On était à 1h30, c'était quand même un peu long, donc petit à petit on coupait, on avait du mal parce qu'on était attaché à tout et que pour nous chaque parole était nécessaire et intelligente. C'est-à-dire que dès qu'on coupe, on se rend compte que des détails tout simples, ils arrivent au début, par exemple la calotte rouge qui tombe et qui roule, elle arrive une fois au début, c'est le narrateur qui le dit, puis moi je le redis, je le revois, et des choses comme ça qui sont tout le temps en écho. Et c'était très difficile de couper à cause de ça. Mais petit à petit, on s'en détache, on se rend compte que ça fonctionne même quand on coupe. Il y a des pans entiers qui étaient magnifiques d'histoire, notamment, il y a toute l'histoire beaucoup plus développée de son enfance, où elle perd la foi en fait, parce qu'elle se dit, mais ce Dieu où il est, je ne comprends pas, on me dit qu'il y a Dieu, personne m'aide. Je me suis dit, on ne peut pas parler de ça, on le devine, mais on n'a pas le temps. Ensuite, il y a des fiançailles où elle se rend compte que cet homme est atroce. C'est pareil, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on le comprendra après. Et comme ça, on éliminait un personnage magnifique aussi, tout le passage sur la stérilité, où Amelker essaye de lutter avec elle contre sa stérilité, avec, il y a la superstition, c'est-à-dire qu'on va voir un homme très étrange, en fait, il a un nom de femme, mais c'est un travesti qui vit avec sa famille, mais qui aide les femmes avec des passes magiques, des paroles, etc., à retrouver la stérilité. Et tout ça, petit à petit, on a éliminé pour être dans l'essentiel. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'était ce destin brisé d'une femme qui sent tout le temps qu'elle a un désir d'émancipation très fort. C'est-à-dire, depuis le début, elle dit « j'aurais voulu partir ». Et depuis le début, elle dit « mais où, comment faire ?» et en fait, c'est tout le problème qu'on a, à mon avis, et qui est vital. Les seules femmes qui s'en sortent, c'est les femmes ou qui font des rencontres exceptionnelles, ou qui ont effectivement, comme Amal, la lueur qui vont leur permettre de s'en sortir.